Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Sébastien Poggi qui est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour à vous. Premier vice-président du conseil d'administration de l'université. On va parler de votre parcours et comme le veut la tradition de cette émission. À quel endroit êtes-vous né? Quel jour, quel mois? Alors, je suis né en février, je fêterai mon anniversaire bientôt d'ailleurs, message pour mes amis, le 24 février 1988 à Ajaccio et à la clinique Guillem. À la clinique Guillem. Donc les premières années se passent à Ajaccio? Les premières et les suivantes, hein. Oui, j'ai fait ma Un scolarité. Ajaccien pure souche. Pure souche, oui, d'une famille de pêcheurs. Donc voilà, mon Ajaccien et spécificité Tino Rossi. Tino Rossi. Quel enfant étiez-vous? Vos premiers souvenirs à Ajaccio, c'est quoi? Alors, j'étais un petit garçon assez dans la lune. Bon, je crois que je suis resté un peu encore parfois, hein. C'est pas hasard si je fais de la recherche. J'étais assez contemplatif, assez pensif. J'observais pas mal. J'étais pas un enfant très sportif. Voilà. Alors, je m'en souviens pas, mais mes parents me l'ont raconté. Petit, j'observais des amis. Plutôt poète. Oui, assez artiste, oui. Plus dans la création, on va dire, plus dans les arts plastiques que dans l'oralité, mais oui, plutôt créatif. Donc, les premières amitiés se créent à ce moment-là aussi. Comment ça se passe? Alors, c'était assez classique, hein. J'avais mon petit groupe d'amis à l'école. Mais je me souviens aussi, j'étais attiré, je me rappelle, par une dame qui était je ne sais pas comment on peut la qualifier, une assistante scolaire, et qui était âgée, même qu'à Vidiol. Et je me rappelle que j'aimais beaucoup aller la voir, j'aimais beaucoup discuter avec cette dame, et j'étais tout petit, hein. C'était à la maternelle, hein. Donc, bien inséré, j'avais mon cercle d'amis. Alors, j'aimais pas forcément les gros groupes. Je préférais être dans des relations plus restreintes. Voilà, j'aimais bien les binômes. J'avais pas forcément la passion du groupe et de l'équipe. Un peu timide aussi, du coup, ça va avec le côté créateur. Un peu timide, oui. Ça a évolué avec les années, mais oui, un petit garçon plutôt timide, mais pas renfermé. J'étais très bavard. D'ailleurs, ça a continué, et ça aussi, ça continue encore. Très bavard, donc du coup, souvent puni? Oui. Sur mes bulletins, j'étais un élève sérieux, mais très souvent, je n'avais pas les félicitations parce que j'avais bavardage à la place. Donc oui, j'étais pas rebelle, hein. J'étais pas forcément rebelle. Pas insolent, mais bavard. Mais bavard, ah oui. Je pense que c'était compliqué pour mes enseignants, ouais. L'école, c'était où? Alors c'était à San Piero. Et c'était bien parce que j'étais entre le domicile de mes parents et le lieu de travail de mon père qui est pêcheur. Donc voilà, j'étais à la jonction de ces deux endroits-là. Et tous les matins, je traversais la rue Fèche pour aller à l'école et pour revenir. C'était pas piéton à l'époque. C'était pas piéton. J'ai connu la rue Fèche. Donc du coup, c'était quand même une aventure finalement. Oui. C'était du sport, oui. Alors, l'école, vous aimiez l'école déjà? Ou Oui. vous préfériez la cour de récréation, comme beaucoup? Alors non, plutôt que l'école, en fait, j'adorais la papeterie. J'étais très sur mes affaires, très studieux. J'aimais bien faire des productions propres, illustrer mes poésies, tout ça. J'étais pas passionné de l'école. C'est venu plus tard quand je me suis spécialisé, notamment à l'université, où là, pour le coup, oui, je suis devenu passionné, voire obsessionnel de ce que je faisais. À l'école, j'étais un élève plutôt moyen. Vous n'étiez pas scientifique à la base, vous l'êtes devenu après? Oui. Alors, j'ai alterné, en fait. En primaire et au collège, j'aimais bien les sciences. Petit décrochage au moment du lycée. Voilà, j'avais d'autres centres d'intérêt que les sciences. Et après, à l'université, en fait, je suis revenu notamment sur les mathématiques. C'était vraiment ma bête noire pour le bac. Et j'y suis revenu, en fait, à l'université à travers l'informatique, où il y a forcément des liens avec les mathématiques. Merci beaucoup, merci, à demain. On va découvrir vos autres passions à travers vos années collège et vos années lycée et on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant ces années-là. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons le vice-président du conseil d'administration de l'université, Bastien Poggi. Bonjour. Bonjour. Les années collège, les années lycée, c'est souvent là qu'on sort les dossiers. Oui, mais il y en a. Vous avez du temps? Allez-y.
Alors, ben, sur le collège, j'étais plutôt calme. Ça a été plus au lycée où, effectivement, ben, j'ai découvert il y avait autre chose que l'école. Il y avait les activités sportives. Il y avait, alors à l'époque, il n'y avait pas toutes les séries qu'on a aujourd'hui, mais on se passait des films sous le manteau et c'était pas forcément des films très, très intellectuels. On rigolait beaucoup. C'était petite période où je me rappelle, on regardait beaucoup avec des amis les nuls. Et on répétait ces sketchs-là. Donc voilà, intellectuellement, je pense que ça volait pas très haut, mais c'était des super années. C'était des super années. Alors, quelles étaient les autres passions? Donc, les films un peu rigolos, les voyages aussi, non? Alors, les voyages, c'est venu plus tard. Enfin, il y a eu quelques voyages scolaires. Je vois que vous avez des dossiers. Voilà. Il y a eu quelques voyages, effectivement, quelques voyages scolaires à Megève. Il y a eu aussi des voyages scolaires en Allemagne avec une enseignante. À Londres aussi. C'est vrai que j'ai eu la chance, voilà, pendant mon collège et mon lycée, de partir quasiment tous les ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas nos parents autour. On était une bande de 30 gamins déchaînés. Donc, c'était assez... Alors, c'était naïf, hein, on faisait rien de dangereux, mais c'est vrai que c'était à la liberté, voilà, de pouvoir se promener un quart d'heure tout seul dans les rues de Londres. C'est vrai que c'était assez amusant. On va rester sur Megève. Alors, sur Megève, vous êtes bien informés. Ben, Megève, c'est la 6e ou la 5e. C'est l'époque où voilà, on commence à tomber amoureux. Alors, je ne sais pas si on peut dire tomber amoureux, mais ou du moins on croit qu'on l'est. Voilà, c'est l'époque des premiers amours. C'est l'époque où aussi on envoie les copains pour sonder la fille, pour savoir si c'est éventuellement possible. Voilà, les petits papiers qu'on passe. Ouais, voilà, les petits mots. Les petits mots. Alors, à l'époque, je parle comme un ancien, mais pour mes étudiants, j'en suis un. À l'époque, c'était les SMS. On envoyait des petits SMS. Alors, on était plafonné, hein, on pouvait envoyer 10 SMS par semaine, par exemple. Et je me rappelle, donc on réfléchissait bien à ce qu'on allait envoyer par SMS. Et en fonction, soit on souriait, et soit, j'allais dire on pleure, non, soit on passait au numéro suivant. Quel est le pire SMS de réponse que vous ayez reçu? Le pire, en général, c'est quand on essayait quand j'essayais de prendre la température pour moi et qu'on me demandait la température pour mon ami. Voilà. Ça, c'est... Voilà, bon, on s'en remet, mais sur le coup, oui, on n'est pas forcément fiers. On n'est pas forcément fiers. Donc ça, c'est le collège. Le lycée arrive. Et là, vous disiez, finalement, le bac, les maths, c'était votre horreur. Vous les aviez en horreur? Ah oui, et je pense que c'était réciproque. Hein. J'en profite pour m'excuser auprès de mes anciens enseignants. Quel collège et quel lycée, d'ailleurs? Alors, Laetitia. J'ai fait collège Laetitia et lycée Laetitia. Mes parents habitaient sur le cours Napoléon, donc j'étais vraiment pas loin. Et non, mais les maths, c'est vrai que les maths au lycée, c'était assez terrible. J'en ai gardé un complexe pendant quelques années, même à l'université. Ça va mieux, parce que je travaille avec des mathématiciens, donc ça va mieux. Mais oui, c'était terrible. Mais j'ai quand même réussi à avoir plus de la moyenne au bac, si je me souviens bien. Ah, c'est un bel exploit. Quel bac vous avez passé? J'ai fait un bac éco, option éco. Donc, qui vous ouvrait quand même une large part, en fait. Hein. C'est vrai que... Pas forcément pour les études que vous avez fait ensuite, mais... Indirectement, ça m'a quand même servi de voir, voilà, c'était une approche un peu plus sciences humaines et sociales, hein, et c'est vrai que ça m'a pas servi sur ma formation en informatique, mais ça m'a servi plus tard, parce qu'à l'université, je travaille pas mal avec des gens des sciences humaines et sociales, donc ça n'a pas été inutile, voilà, ça n'a pas été inutile du tout. Donc, le bac, comment ça se passe? Vous travaillez beaucoup pour obtenir ce bac? Alors oui, j'étais... Alors, en fait, je travaillais au dernier moment, mais une fois que j'activais la machine, j'étais à fond. Donc oui, sur la fin, j'ai énormément travaillé. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'étais assez anxieux. Donc, et ça a été une force, en fait. J'avais peur d'échouer. Donc cette peur m'a poussé à réviser, à avoir mon bac... J'ai eu mention assez bien, j'ai pas eu un bac avec la mention très bien, mais j'ai eu correctement. Voilà, j'ai respecté le contrat. Vous aimez procrastiner? J'aimais. Plus maintenant. Aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. Je veux pas trop. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue Sébastien Poggi qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez à la fac, donc après avoir passé votre bac éco.
pourquoi faire? Vous y allez et pourquoi faire? Alors, pas de suite. J'ai fait 2 ans de BTS à Ajaccio et BTS informatique. À la base, je ne comptais pas faire trop d'études. D'ailleurs, un enseignant m'avait dit que, voilà, qu'il pensait que c'est mieux pour moi de faire un BTS plutôt que de m'engager dans de longues études. Je le salue. Et que je veux dire, donc voilà, je fais ce BTS et ensuite, oui, effectivement, en 3e année de licence, je rejoins l'université. Et là, c'est génial, c'est le coup de foudre, que ce soit avec la vie universitaire et avec la vie cortenaise aussi. Hein. Mais c'est vrai que je découvre ce milieu-là où si j'ai une question sur de la géologie, j'ai un expert en géologie. Si j'ai une question sur une spécificité de l'informatique, j'ai un expert à l'université. Donc là, c'est vrai que je découvre ce monde-là de l'enseignement et de la recherche. Et là, c'est vrai que je commence à réaliser que c'est quelque chose qui va me passionner. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, mais c'est vrai que à ce moment-là, je me sens dans mon élément. Et on découvre la vie étudiante aussi, parce que quand on est en BTS, on est dans un lycée, c'est encore autre chose. C'est pas la même chose. Alors, on découvre la réalité aussi de la vie, hein, c'est-à-dire le 20 mètres carrés, où on doit remplir les placards, on doit gérer toute l'intendance qui était gérée quand on était chez papa et maman. Mais on découvre aussi les sorties, les amis, les difficultés qui, sur le coup, semblent insurmontables, mais ensuite qui nous font rire et nous amusent. Voilà, tout ce qui a trait à cette vie cortenaise. Et que je vois aujourd'hui sur mes étudiants en observateur, mais où je me reconnais en eux. Soirée étudiante ou BU? Ah, ça dépend. Ça dépend les périodes, en fait. Quand j'avais une compagne, c'était BU, et quand j'étais célibataire, c'était soirée étudiante. Voilà. Oui, donc ça alternait. Ça alternait. Vous avez connu les deux aspects, en fait. Il y a eu pas mal d'alternance à l'époque, oui. On veut pas savoir. Je vous dirai pas, de toute façon. Donc, vous découvrez finalement que votre vie, elle est dans la recherche. Quand est-ce que l'ampoule s'allume? Alors, le déclic, il se fait pas... Il s'amorce en 3e année de licence. Et c'est vrai qu'ensuite, en master, j'ai la chance d'intégrer le laboratoire en tant qu'alternant. Ça aussi, ça a été un dispositif super, hein, parce que ça me permettait de faire mes études, d'être financé et de travailler, découvrir ce que c'était la recherche. Et c'est vrai qu'à la fin de cette année de M1, on arrive, je travaille beaucoup avec Thierry Anton Santon, avec qui je travaille toujours, on arrive à faire une publication, à valoriser des résultats qu'on avait eus, et je pars à Valence, en Espagne, présenter ce qu'on avait fait. Et c'est vrai que là, je réalise que voilà, le monde des colloques, de ce partage de la connaissance, qui est pas totalement disjoint du monde de l'entreprise, mais qui est quand même assez à part, où l'enjeu n'est pas que l'argent, ça vient ensuite. C'est vrai que je découvre ce monde-là et ça me passionne de rencontrer des chercheurs d'autres pays sur des thématiques très précises, de croiser des auteurs aussi que j'ai lus pendant mes études et que là j'ai en face et à qui je peux poser des questions. C'est un rêve finalement qui se réalise sans que vous le sachiez et que vous l'ayez su avant. Alors, clairement, oui, c'était un rêve et je pensais savoir qu'il n'allait pas se réaliser parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de gens qui font des doctorats, il y en a beaucoup qui ne les terminent pas et parmi ceux qui terminent, il y en a beaucoup qui n'ont pas de poste dans les universités. Donc, je ne voulais pas y croire jusqu'au jour où j'ai eu mon poste, mais effectivement, c'était un rêve. Et ça l'est toujours, hein, je vais pas au travail. Pour moi, voilà, ou très rarement. Mais pour moi, c'est une passion plus qu'un travail. Il y a cette recherche, il y a ce contact avec des étudiants aussi, cette transmission qui est importante pour vous? Oui, très. Et elle n'est pas que dans un sens, la transmission. On a tendance à penser que l'enseignant-chercheur arrive et projette un savoir sur l'étudiant. Peut-être sur les premières années un peu plus, mais plus on évolue, moi ce que j'adore sur l'enseignement, c'est quand des étudiants me démontrent que j'ai tort. Alors, il faut qu'ils argumentent. C'est là où je suis difficile avec eux des fois. Je suis prêt à me remettre en question, à entendre tous les points de vue, à condition qu'il y ait une argumentation derrière, une argumentation scientifique. Voilà. Le dogme, j'ai un peu plus de mal avec les dogmes qu'avec l'argumentation scientifique. Merci beaucoup, Bastien Poggi. Merci à demain. À vous. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Le vice-président du conseil d'administration de l'université, Bastien Poggi, est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, cette vie cortenaise, enfin moitié cortenaise, moitié ajaxienne.
Oui, oui, oui. Il y a eu une petite époque Tanguy où voilà, j'étais la semaine sur Corté et le week-end, je redébarquais avec mes affaires chez mes parents. Euh, je gardais les deux. C'est ça qui était intéressant, c'est que j'avais mon cercle d'amis sur Corté, mes activités en haut sur la formation et sur la recherche et mon réseau que j'ai depuis mon enfance, hein. On revient en arrière, à l'époque de San Piero, ben, les mêmes amis que je vois depuis maintenant quasiment 30 ans. Une petite période Tanguy qui s'est achevée? Oui, elle s'est achevée. Alors, au départ, mes parents étaient heureux. Je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent un peu cette époque où tous les week-ends, ils pouvaient me voir. Oui, oui, ça s'est achevé. Oui, ça fait quand même quelques années que. Oui, oui. Que vous êtes totalement Je suis 100% ajaxien, ancien. donc du coup, mais voilà, je redescends pas les week-ends avec ma valise et je repars pas, pardon, avec mes plateaux repas. Et le sac de linge C'est aussi. ça, c'est ça. Mais je l'ai fait, hein, pendant quelques années, je l'ai fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Ah, je sais plus, je saurais pas vous dire. Peut-être que j'ai senti l'usure du côté de mes parents et que je me suis dit que j'allais un peu les épargner. Donc aujourd'hui, votre vie à l'université, ça se passe comment? Quelles sont vos missions? Qu'est-ce qui se passe? Alors mes anciennes missions, ben, j'étais directeur adjoint de l'INSPE, donc sur une composante de formation, hein, la formation des maîtres. Là maintenant, en tant que vice-président, ben, ça va être de veiller à la cohérence entre les différents conseils de l'université. Donc on revient sur ces deux missions-là, hein, la mission formation et la mission recherche. Et le but du conseil d'administration, c'est de collecter les informations auprès de ces deux autres vice-présidents, le vice-président de la CFVU et de la CR, et de veiller à la soutenabilité de ce qui est proposé. Voilà, d'essayer d'être dans la stratégie de l'établissement, de réfléchir vers où on va. Alors, on a fêté nos 40 ans il y a 2 ans, si je me souviens bien, on va vers nos 50 ans. Donc, voilà, le rôle aussi du vice-président, c'est de garder la trajectoire et de réfléchir aux choix qu'on opère et à la cohérence entre les différentes équipes. Aujourd'hui, l'Université de Corse, c'est quand même 600 personnels, c'est quasiment 6000 étudiants. Donc voilà, il faut réfléchir. Alors, il faut à la fois laisser la liberté à chacun de son enseignement, de ses thématiques de recherche, mais il faut aussi avoir une supervision de quelle est l'identité, quelle est la signature qu'on veut donner à l'Université de Corse. Justement, cette signature dans le domaine de la recherche, de l'informatique, de l'intelligence artificielle aussi, Oui. est-ce qu'il y a véritablement cette empreinte sur l'Université de Corse? Alors, sur l'intelligence artificielle, ça se limite vraiment pas à ça. On est une équipe d'informaticiens, on est une vingtaine, donc sur les 600 personnels, hein, que je vous citais. Donc on est positionné en informatique, notamment dans le domaine de l'informatique pour l'environnement. Voilà, on a beaucoup travaillé avec la plateforme Stellamar. Donc sur l'environnement, on a une certaine expertise, hein. Ça fait facilement une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Là, le nouvel enjeu au niveau de la recherche en informatique à l'université, ou un des nouveaux enjeux, c'est de travailler sur l'informatique dans le domaine de la santé. Voilà, ça, c'est un point de vue qu'on a. Je pense que dans les années à venir, on va avoir des problématiques, hein, en termes de nombre de médecins, en termes d'accès aux dispositifs de santé. Et une des solutions, ça peut être l'intelligence artificielle. Maintenant, je ne veux pas qu'on ait, et le président Federici aussi, on ne veut pas qu'il y ait qu'une approche technique de la chose. À un moment donné, on veut aussi qu'il y ait une approche des sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Bon, on peut faire peut-être, je prends l'exemple de la télémédecine, on peut faire de la télémédecine, mais il faut réfléchir à ce que ça engendre socialement pour la personne, psychologiquement, économiquement. Donc voilà, donc là-dessus, c'est une des trajectoires, moi, sur ce mandat de 4 ans, sur laquelle je veux travailler. Parce qu'encore une fois, hein, c'est quelque chose qui m'anime. Je pense que voilà, quand on fait de l'enseignement et de la recherche, il faut être animé par ce qu'on fait. Et c'est vrai que sur l'informatique médicale, il y a énormément de choses à faire. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous, à demain. Bonjour, bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Bastien Poggi. Bonjour. Bonjour. On a parlé des axes donc, de l'université, de vos missions pour les 4 ans qui arrivent. Côté perso? Alors, côté perso, tout va bien. Je vis avec ma compagne depuis 5 ans. Elle va partir. Ma compagne est infirmière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un intérêt pour l'informatique médicale. Ou peut-être l'inverse. C'est peut-être pour ça que j'ai un intérêt pour elle. Mais donc, non, c'est des projets.
il y a plein de projets, les projets familiaux, hein, peut-être un projet de bébé, peut-être un projet de construction de maison, enfin quelque chose d'assez classique. Et quelque chose qui nous anime beaucoup, par contre, c'est le voyage. Voilà. On est dans deux mondes différents, hein. Pendant que j'anime un conseil d'administration, elle gère des traitements elle est en cancérologie, elle gère des traitements assez lourds auprès de ses patients. Mais par contre, on a ces SAS où on part en voyage ensemble et où on se retrouve. Et on a vu pas mal de pays depuis. Alors justement, quels sont les pays qui vous ont marqué ou ceux que vous aimeriez visiter? Alors, les deux derniers et qui m'ont peut-être le plus marqué, et c'est hyper contrasté, c'est l'Inde et le Canada. Alors, je vais d'abord vous parler de l'Inde. Moi, l'Inde, c'est le dernier pays où j'aurais voulu aller si ma compagne n'y allait pas. Et en fait, je l'ai rejoint à la suite d'un voyage humanitaire. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, je recommande à tout le monde d'y aller. Clairement, c'est un pays voilà, qui vous bouleverse, mais pas que dans le mauvais, aussi dans le bon. Et le deuxième, ça a été le Canada, où là, effectivement, il y a un dynamisme, il y a une valeur travail qui est peut-être, je ne sais pas si c'est plus forte, mais qui est différente par rapport à la France. Et c'est vrai que voilà, c'était en octobre où je suis parti au Canada, à Toronto et à Montréal. Et voilà, ça, j'ai bien aimé ce côté outre-Atlantique d'énergie, de projet, qu'on a peut-être un peu moins en Europe, hein, qu'on a peut-être un peu moins. Ça change, ça va dans le bon sens, mais c'est clair que c'est toujours inspirant voilà, de voir des pays comme ça. Et puis, il y a toujours ce domaine de la santé, finalement, parce que ce soit en Inde avec les médecines alternatives, les médecines parallèles, et le Canada, qui sont un pays qui est quand même très, très avancé, très différent de nous dans le domaine de la santé. Clairement, mais par exemple, au Canada, c'était à l'université de York, à côté de Toronto, et c'était la faculté de médecine. Voilà, on les a rencontrés là-dessus. D'ailleurs, voilà, il y a justement un projet qui est en train de se mettre en place avec des chercheurs de cette université sur la prévention des chutes. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur la détection des chutes. Mais ça y est, la personne âgée, elle est déjà tombée. Donc, on peut travailler grâce à l'intelligence artificielle sur l'amélioration de la rééducation, etc. Ça a son intérêt. Mais ce qu'on aimerait faire aussi, grâce à l'intelligence artificielle, c'est de prédire quand la personne va chuter et d'intervenir en amont. Alors, aujourd'hui, on arrive à prédire la météo. C'est des systèmes qui sont assez complexes. Donc moi, je reste convaincu qu'on pourrait prédire certains comportements humains, et identifier même des risques dans les pièces. Donc voilà, on a ce projet-là qui est en train de se monter. On a signé un partenariat avec cette université de York. Donc c'est tout frais, hein, c'est octobre. Mais maintenant, il va falloir l'alimenter et avoir des travaux de recherche avec eux. Quel pays rêvez-vous de visiter? J'aimerais bien l'Afrique maintenant. J'aimerais bien l'Afrique. Je devais aller au Maroc avec ma compagne, mais le Covid est passé par là. et la vallée des Roses, ben, voilà, je l'ai vu en carte postale, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Mais j'aimerais vraiment aller en Afrique. Et dans les pays qu'on dit, alors j'aime pas ce terme depuis qu'on dit des pays en développement ou des pays pauvres, sur certains aspects, en étant honnête, hein, je pense qu'ils ont une certaine avance sur nous aussi. On n'est pas forcément meilleur qu'eux sur tout. Donc j'aimerais, voilà, l'Afrique, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans ces pays-là. Merci beaucoup Bastien Poggi d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie et de nous avoir permis de vous connaître un petit peu mieux. Merci de m'avoir invité. On retrouve cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux, notre site web. À bientôt. Merci.